Bonjour à tous, je vais vous présenter un article qui s'appelle Long Term Outcomes of Arteriovenous Snapbox Fistulus for Renal Dialysis. C'est un article de Michael Petzold, qui est un auteur allemand, publié dans le Journal of Vascular Urology, pas encore publié, qui sortira en 2022. Ça concerne les fistules artério-veineuses de la tabatière anatomique. C'est un fistule qui a été décrit en 69 pour la première fois, sachant que les premières fistules de l'avant-bras sont décrites en 66. C'est une fistule qui est connue pour être la plus distale et ça permet à une grande mesure de veine artério-veineuse, des vaisseaux plus proximaux qui sont préservés au cas où on a besoin de faire une autre fistule à l'avenir. C'est une zone où les artères et la veine sont très proches. Ça permet des sections courtes et moins de risque de torsion ou d'angulation de la veine au moment d'une astomie. L'objectif de cette étude, c'était de décrire les résultats à long terme et de comparer aux données existantes des fistules de la tabatière anatomique. Donc, la tabatière, c'est cette zone-là, cette zone ici, entre l'extenseur long du pouce et le tendon de l'extenseur long du pouce et les tendons de l'extenseur court du pouce et de l'abducteur long du pouce. C'est une zone où passe l'artère radiale, le nerf radial et la veine céphalique. Donc, c'était une étude monocentrique avec des patients qui étaient adressés de 8 centres de dialyse en Allemagne et le suivi était fait en grande partie là-bas par communication écrite. L'auteur a pris 375 patients qui ont été opérés d'une création de fistule entre janvier 2007 et avril 2017. C'est un suivi au maximum jusqu'en décembre 2019. Donc, tous ces patients. C'est prospectif ou rétrospectif? Une partie rétrospective. Tous ces patients ont été examinés pour la faisabilité d'une fistule à la tabatière anatomique et les critères qui étaient pris en compte, c'était le diamètre de la veine céphalique, il fallait qu'il soit à plus de 3 mm avec un garrot proximal. Pas de sténose clinique en distalité sur l'artère radiale, et si possible, elle était faite sur le membre qui n'était pas dominant. Donc, il y a 34 patients qui ont eu une clinique qui était douteuse, donc qui ont eu un examen échographique en plus. Et les données recueillies, c'était la perméabilité, les reprises chirurgicales et les modalités, le taux de complication et la mortalité. La perméabilité, c'était un critère clinique, c'était la possibilité d'une dialyse à 2 aiguilles. Et chez les patients qui n'étaient pas dialysés, c'était selon l'avis du néphrologue, est-ce qu'on pouvait fonctionner à 2 aiguilles ou pas. La perméabilité primaire, c'est le temps avant une intervention pour entretenir la fistule, et la perméabilité secondaire, c'est le temps jusqu'à ce que la fistule soit considérée comme telle. Ça, c'était un article qui exposait les définitions. Donc, la technique chirurgicale était standardisée, il n'y avait qu'un seul chirurgien. C'est le même chirurgien qui fait les 300 patients? Oui. Ouf. C'est le problème de la reproductibilité, ça. Donc, c'était sous anesthésie locale avec des boucles chirurgicales qui grossissaient 4 fois, une incision de microchirurgie, une incision longitudinale au niveau de la tabatière. La veine était disséquée, sectionnée avec une ligature d'amont, rincée par un cc de sérum hépariné. Elle a été dilatée puis clampée. Et l'artère radiale, c'était une dissection clampée avec des bulldogs, avec une artériotomie. Puis une sténose termino-latérale au 7-0 non résorbable. Les patients étaient suivis de janvier 2017 jusqu'à décembre 2019 pour la fin du suivi. Ils étaient vus dans les 6 premières semaines, toutes les 2 semaines au centre de dialyse. La perméabilité a été analysée sur des courbes de survie de Kaplan-Meier et les patients étaient censurés. Pour les extrêmes, ça veut dire qu'on arrête de suivre les patients s'ils étaient décédés, transplantés, perdus de vue ou qu'ils avaient terminé le suivi à partir de décembre 2019. Ça, c'est dans les études, il faut toujours faire attention à ça. En fait, c'est les fameuses courbes de Kaplan-Meier sur le suivi du survie avec le temps. La censure, en fait, peut être définie de façon très différente. Il n'y a pas de consensus dessus.
Donc, lorsqu'on regarde la méthodologie des études, il faut regarder un petit peu quels sont les critères de censure. Donc là, c'est vrai que c'est très bien parce qu'ils sont bien détaillés, ce qui n'est pas le cas tout le temps, et ce qui est encore une fois très variable. Là, c'est clair. Et après, il faut dire aussi si la censure est un événement négatif ou positif. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'un patient décède, on peut faire l'hypothèse qu'il décède avec la fistule perméable ou la fistule thrombosée. Et ça aussi, c'est pareil, il faut que la méthodologie donne. Est-ce que le décès fait chuter la courbe parce qu'on estime que la fistule est thrombosée, ou est-ce que le décès ne fait pas chuter la courbe? Ce n'est pas considéré comme une fistule qui est perdue. D'accord. Et c'est important parce que, en fonction, il n'y a pas de consensus. Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction d'une étude à l'autre, on peut avoir vraiment des définitions très différentes. Pour tester les facteurs de perte de perméabilité en analyse univariée, c'était le sexe, le diabète, l'âge inférieur ou supérieur à 70 ans, le fait qu'on ait créé la dialyse, la fistule avant ou après le début de la dialyse, et savoir le côté de la dialyse. Donc, sur ces 375 patients, il y en a eu 236 qui ont eu une fistule à la tabatière. C'était 92 femmes et 144 hommes. En âge moyen de 67 ans, 109 patients diabétiques et 186 patients qui n'étaient pas encore dialysés. Il y en a eu 60 sur le bras droit et 76 sur le bras gauche. Le suivi a été 4,8 ans. 186 patients ont eu un début de dialyse pendant le suivi. Il y a eu 15 patients qui ont été greffés, 23 décédés avant le début de la dialyse, 14 perdus et 38 du coup, qui n'ont jamais été dialysés parce qu'il n'y a pas de critère de dialyse. Donc ça, c'est la courbe de Kaplan-Meier. On voit que les patients censurés ne sont pas descendus de la courbe. Et que à chaque fois qu'on voit que ce n'est pas le critère négatif. Et donc, le taux de perméabilité à 1 an, c'était de 74,8%, à 2 ans, 68,7%, à 3 ans, 63%, et en fin de suivi, à 9 ans, c'était 57%. Donc ça, c'est la perméabilité primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réintervention. C'est plutôt élevé pour les je trouve. J'étais un peu étonné par rapport aux patients qu'on va revenir nous ici. On va censurer ce truc. Ouais. Je trouve ça plutôt élevé, comme taux de perméabilité. Et la perméabilité secondaire, on a moins de données, mais à 1 an, c'était 86% et 77% quand même à 5 ans. Donc, ils ont analysé également la perméabilité selon le côté. Et on voit que du côté droit, on a une perméabilité qui est beaucoup moins bonne, et avec une vraie différence significative. Donc, dans l'analyse univariée, on voyait qu'il n'y avait pas de différence significative pour l'âge, le diabète ou le début de la dialyse avant ou après la création de la fistule. Mais par contre, ce qui était significatif, c'était le côté moins perméable du côté droit et le sexe avec moins de perméabilité secondaire chez la femme. Donc, le côté, pour l'explication la plus probable, c'est que si on faisait le côté droit, c'est le côté dominant pour la majorité des personnes, et puis si on faisait une fistule du côté droit, c'était que les vaisseaux étaient déjà utilisés pour une fistule de l'autre côté, ou que les vaisseaux étaient vraiment de mauvaise qualité. Et l'impact du sexe, l'explication la plus probable également, c'est que le diamètre des vaisseaux était moins important chez les femmes, et que dans cette étude en particulier, la proportion de femmes âgées de plus de 70 ans était plus élevée, et de femmes diabétiques également. Donc pour la mortalité et les complications, on n'a pas de tableau qui reprend toutes les données, il décrit juste dans le texte. Il y a eu 154 décès sur l'ensemble des patients, 65%, et il disait que ce n'était pas en rapport avec l'intervention. Il y a eu moins d'1% d'infection du site opératoire. Un seul patient qui a eu une hypoesthésie persistante du territoire du nerf radial et une ischémie de membre supérieur chez un patient qui était diabétique et qui avait affronté une sténose courte de l'artère radiale.
Il y a eu 38% de reprises, 89 patients. La moitié quasiment a eu une seule intervention, un tiers 2 interventions et 16 patients ont eu 3 ou 4 interventions. Donc là, c'est les modalités de reprise chez l'ensemble des patients. On voit que quasiment la moitié des cas, c'était une proximalisation de la fistule et ils refaisaient l'anastomose au niveau du tiers de l'avant-bras distal. Et on pourra parce que c'était thrombosé, sténosé. Je ne sais pas dans quel contexte ils faisaient quelle intervention. Ce qu'on peut constater également, c'est qu'il y a un très faible taux de chirurgie endovasculaire en cas de nécessité de reprise. Mais ça, il écrit après qu'ils n'avaient juste pas d'expertise dans ce sens-là endovasculaire. Donc c'est un centre qui fait des fistules, mais ensuite qui ne s'en occupe pas d'un point de vue endovasculaire, c'est ça? C'est un centre allemand? Oui. Les activités chirurgicales et endovasculaires sont souvent très séparées entre les angiologues et les chirurgiens. Ouais. Donc souvent, il y a plus de reprises, mais ils les ont envoyés chez un angiologue, enfin chez un... A priori, ils ont tous été gérés dans le centre. C'est vrai que la tendance à transférer chez un autre centre pour un autre type de geste, elle est freinée, en fait, je pense. Hein, alors que quand tu peux gérer les deux choses, tu le gères plus facilement. Ça, c'est un sacré bien, quand même. Notamment, peut-être qu'il y aurait eu moins de reprises chirurgicales et plus de dilatation. C'est quand même le parité primaire assisté pour la fistule. Voilà. L'autre intervention la plus fréquente, c'était la création d'une fistule au niveau du coude. Et ça, il décrivait que c'était en cas de nécessité d'une fistule de développement rapide, il faisait une fistule au niveau du coude. Donc, pour l'auteur, les avantages à la création d'une fistule à la tabatière, c'est que c'est une création qui est plutôt aisée parce que l'artère et la veine sont proches. Lui, il fait une anastomose terminolatérale. Il décrit que ça fait une angulation de 30 degrés environ. Et sur des modèles néologiques, c'est ce qui permet d'avoir le moins de turbulence au niveau de l'anastomose et donc d'hyperplasie intimale. L'avantage aussi, c'est que la dissection est courte, donc il y a moins d'ischémie de l'adventice et donc moins de sténose liée à ces ischémies. La fistule est très distale, donc on a une grande longueur de veine artérialisée pour les ponctions. Et l'autre avantage, c'est pour les personnes obèses, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de graisse dans tous les cas et fatigue dans le reste du bras. Il y a quand même des inconvénients, c'est l'inconvénient qui décrivait le plus marqué, comparé aux autres fistules, c'était qu'elle était forcément visible et qu'elle ne pouvait pas être dissimulée par les vêtements. Dans certains cas, ce genre de fistule est inadapté, notamment quand le calibre de l'artère radiale est faible à ce niveau très distal. Pareil pour la veine céphalique qui peut être grêle. Et en cas de nécessité d'une dialyse sur fistule, on a besoin rapidement de la fistule, il faut le faire au coude. Et il donne une longueur de maturation de la fistule. Une durée? Ouais. Non, pas du tout. Parce que sur une radinette classique, on retrouve pas 4 à 6 semaines. Quoi. Là, c'est quelque chose de plus long. De la durée de maturation? Ouais. Non, ça rien. Précis. Il recommande d'utiliser l'échographie préopératoire pour réduire le risque d'échec. Et il parle du score distal qui permet de sélectionner certains patients, de sélectionner les patients pour les fistules à la tabatière. Donc ça s'appuie sur 6 critères, c'est la présence d'un diabète, une cardiopathie ischémique, l'âge supérieur à 70 ans, l'AVC, antécédent d'AVC et antécédent de fistule à la tabatière. Si le score est supérieur à 3, on a un risque d'échec qui est plus élevé. Donc ça, c'est la synthèse de la littérature. Donc, il y a eu quelques études qui décrivaient des fistules à la tabatière, mais les patients étaient plus hétérogènes, avec un âge qui est différent d'une étude à l'autre, la proportion de diabète également. Et dans cette étude-là, les 236 patients, c'est l'étude avec la plus grande cohorte, et le taux de
L'échec précoce de la fistule était de 9% à 1 mois, 11% à 6 semaines. On voit que ça va jusqu'à 23% dans d'autres études. Et donc, les fistules de la tabatière, c'est des fistules qui ont une perméabilité satisfaisante d'après l'auteur. Il n'y avait pas beaucoup de complications péri-opératoires. Donc ça nécessite des conditions particulières, mais bon, c'est le cas quand même de la fistule aussi. Donc la veine de diamètre suffisant et pas de sténose artérielle. C'est l'avantage de laisser plus de solutions de recours en cas d'échec de cette fistule-là. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Ça nous a fait découvrir quelque chose. Alors, peut-être que les gens qui sont très sur les fistules connaissaient déjà cette technique. Et du coup, c'était un neurologue, le médecin, c'est ça? Je la suite. Il y a des neurologues qui font aussi. Très bien. Genre, ils font très bien tout court, ils font des fistules. Non, mais après, le souci, c'est que c'est monocentrique, mono-opérateur, mono-évaluation. Moi, ce qui m'étonne, c'est le faible recours à l'échographie opératoire. En fait, lui, il était parti de base à faire que de la clinique. Et puis, si jamais c'était vraiment insuffisant, il faisait l'échographie pour voir si le patient était éligible ou pas. Et ce n'est pas du tout systématique. C'est quand même assez recommandé d'avoir une cartographie opératoire. Ne serait-ce que pour. Autant c'est facile d'avoir la taille d'une veine au garrot et d'un coup, mais tu ne sais pas s'il y a une sténose des trombés de centraux, si tu l'as débuté sur quelques biais. Après, oui, le taux de perméabilité m'a l'air assez superposable à ce qu'on. Enfin, peut-être un petit peu mieux que ce qu'on connaît, mais c'est une bonne fistule, je pense. Ce qui est étonnant, c'est que je trouve ça assez. Parce que comme il y a une longueur de veine très importante à et moi, je m'attends pas à avoir des rosténoses sur cette longueur de veine, finalement. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est qu'il n'y a pas tant de rosténose de problème au niveau du site de l'anastomose. Ouais. C'est surtout ça. Et comme dit Maxime, le fait qu'il n'y ait pas de cartographie, c'est quand même aussi pour délister certaines anomalies sur le segment céphalique. Donc, ce qui n'est pas très clair, c'est les causes d'échec. Non, il ne décrit pas combien de pourcents de thrombose, de sténose. C'est l'encours très important à la transposition sur un segment plus proximal, soit sur l'artère radiale, soit sur l'artère humérale. Parce que je pense qu'il n'offre pas trop l'angioplastie comme. Parce que l'angioplastie va être réalisable sur ce type de choses, je pense, en fonction céphalique ou humérale. Et la technique, c'était déjà. Alors, ça, c'est un point important. Je n'ai pas retenu la technique. C'était de la locale de sédation ou c'était du bloc? Local. Local. Ouais, local. Alors, ça, c'est étonnant parce qu'il y a eu un papier de Mugler, il y a maintenant 4-5 ans, je crois, qui montrait que les patients qui avaient un bloc loco-régional pour la création de fistules avaient de meilleurs résultats que les fistules créées sous local. Et je trouve que pour des anastomoses comme ça très distales, qui sont plutôt complexes par rapport à l'anastomose numérocéphalique, l'apport d'un bloc, c'est quand même un plus. Donc ça, faut optimiser en termes de SCI.